Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous remercier à la fois de vos nombreux messages, de votre bienveillance suite au numéro 1 des Sentiers du Trail. Voilà, en espérant que l'aventure continue longtemps. Donc, on est à la deuxième émission aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, après avoir essayé de présenter ce sport-là, c'est en fait de s'engager sur le premier sentier, à savoir comment débuter. Alors, je suis absolument ravi d'avoir avec moi en plateau ici, deux Charentais. Nicolas Gendry, que je connais depuis quelques années, qui est lui-même pratiquant de trail, mais surtout qui est professionnel de l'activité physique et qui a la particularité d'être... alors, il n'aime pas le terme de coach, mais on va l'utiliser quand même. À la fois de sportifs, mais aussi de personnes qui relèvent de prise en charge spécifique. On aura l'occasion d'en dire quelques mots. Bonjour Nicolas. Bonjour Fred. Amandine Lascou, qui est là également, qui pratique le trail depuis quelques années et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, qui a débuté le trail de montagne depuis quelques mois. Et voilà, son expérience et son retour d'expérience sera intéressante. Bonjour Amandine. Bonjour Fred. Alors, première question, Nicolas. Le premier conseil que tu donnes à une coureuse ou à un coureur qui vient te voir? Alors je vais reprendre l'expression d'un célèbre coach et qui plus est ami, Sébastien Cornette, qui est là, hein, il doit m'entendre, comme il dit, le petit nain chauve. Alors c'est courir moins pour courir mieux, tout simplement. D'accord, j'essaie de leur faire comprendre que déjà dans un premier temps, on ne court pas pour être en forme. Pardon, excusez-moi, je reprends. On ne court pas pour être en forme, mais par contre, on court quand on est en forme. C'est-à-dire qu'on va rendre le corps plus costaud, plus solide, pour qu'il nous obéisse, tout simplement. OK ? On est plutôt là-dessus. C'est la première chose, j'embraye plutôt là-dessus dans un premier temps. Et puis, tout simplement, après, quand on commence à discuter, quand on commence à rentrer dans les entretiens, je leur dis, je leur conseille d'être patient, surtout dans l'évolution des distances, dans l'évolution de la technicité des terrains, et surtout, alors pour moi, c'est hyper important, dans l'évolution des dénivelés. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais l'idée c'est que la course à pied est souvent quelque chose d'assez naturel. On pense qu'on enfile des baskets et qu'on peut partir comme ça à l'aventure. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est aussi un sport qui doit passer par un apprentissage. On aura l'occasion d'en reparler. Amandine, toi, tu t'es mis à la course à pied dans comment? Est-ce que c'était pour simplement ta santé ou comment t'es venue à la course à pied, tout simplement? Je ne parle pas du trail encore. Oui, j'ai commencé à vouloir courir, reprendre une activité sportive après ma grossesse. Donc, la course à pied me semblait quelque chose de facile à faire et de complet. Donc, et on pouvait donc pratiquer ce sport n'importe quand, n'importe où, que ce soit entre midi et deux, à la débauche, en vacances. Donc voilà, donc j'avais besoin de reprendre une activité sportive. Alors on est tous un peu rattrapés par ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il y a sans doute un âge où on se dit qu'il faut se reprendre un petit peu en main. Tu as cité l'exemple après une grossesse, mais je pense aussi qu'avançant dans l'âge. Alors, j'ouvre une parenthèse là tout de suite parce que j'ai eu la chance, et là je reviens à l'actualité, je fais un grand écart entre commencer dans le trail et puis une performance assez exceptionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Aurélien Sanchez, qui est le premier Français à remporter la Barclay, qui est une course assez incroyable dans le Tennessee. Donc on a pu enregistrer un entretien tous les deux peu de temps après son retour en France. Avant de revenir sur le plateau, je vous propose de l'écouter. Aurélien, bonjour, et surtout merci de nous recevoir en quelque sorte. Moi depuis la Charente, et donc toi tu es actuellement à Toulouse. Hein. C'est ça, bonjour et merci à toi Frédéric de me recevoir. Ouais, je vis à Toulouse depuis que j'ai fait mes études, c'est-à-dire maintenant 14 ans.
Ok. Alors, Aurélien Sanchez, je vais te présenter en quelques mots, même si tu fais l'actualité depuis quelques jours. Ouais. Voilà. Tu as 32 ans, tu es ingénieur à Toulouse dans une entreprise qui s'appelle NXP. Mais Ça. si on se parle aujourd'hui, c'est que tu viens de réaliser un exploit assez incroyable, on va y revenir. En fait, tu as réussi à faire les 5 tours, en fait, à terminer une course qui est un peu un monument de notre sport, qui s'appelle la Barclay. La Barclay, c'est une course qui se tient dans un parc du Tennessee, le parc de Frozen Head, qui a été créé par un homme qui s'appelle Lazarus Lake, Laz, qui est en fait, en réalité, quelqu'un qui a accompagné l'histoire de ce sport-là depuis une trentaine d'années aux États-Unis. C'est pas simplement le monsieur barbu qu'on caricature parfois. C'est un très très bon connaisseur et il a inventé cette course-là. Il en a inventé bien d'autres. Pour revenir à la Barclay, la première édition, c'est en 1986, mais au départ, c'était un 50 miles. Il fallait accomplir en 24 heures. Il y a eu 9 éditions sur cette formule du 50 miles avec un seul finisseur. Depuis 1995, c'est devenu un 100 miles en théorie, parce qu'en réalité, la course est plus longue que ça. Et l'idée étant de réaliser 5 fois un tour qui fait à peu près 40 km. On en reparlera rapidement, mais pour rester dans les chiffres, donc je dis sans doute pas loin de 200 km en totalité et 20 000 mètres de dénivelé cumulé, dénivelé positif cumulé. Et jusqu'à cette édition de cette année, il n'y avait eu dans l'histoire de la Barclay que 15 finisseurs sur grosso modo 1000 partants. C'est à peu près ça la valeur. Cette course se fait hors sentier. C'est un parcours qui n'est pas balisé, qui est connu la veille du départ et pour lequel il faut arracher, je te poserai une question là-dessus, mais il faut en fait arracher les pages de livres qui correspondent à son numéro de dossard pour attester qu'on a fait le tour au complet. Matériel obligatoire, aucun. Et une obligation, c'est que, en tout cas, une interdiction des téléphones, des altimètres et des GPS. C'est aussi une course d'orientation. Aurélien, ma première question. Alors d'abord, tu dois être. Je ne sais pas comment tu mesures tout ça parce que il y a un flot, il y a énormément de médias qui ont offert une véritable caisse de résonance à ta performance. Je le rappelle en 2 mots, je disais 15 finisseurs. Vous êtes 3 à terminer cette année. C'est toi qui remportes la course puisque tu es arrivé le premier. C'est la première fois qu'un Français gagne cette course-là. Aujourd'hui, on est à quelques jours. Tu viens d'arriver, tu es arrivé à Toulouse il y a quelques heures. Ouais. Quelle émotion l'emporte sur les autres, là, tout de suite, encore aujourd'hui? Rien que de dire tout ce que tu viens de dire, tu me donnes les larmes aux yeux. J'ai du mal un peu à réaliser. C'est le fait de réaliser, l'émotion de me rendre compte que c'est réel, en fait, que j'ai vraiment réussi à atteindre mon objectif que je m'étais fixé il y a maintenant 6 ans, que j'ai lutté sans cesse rien que pour atteindre la Barclay, c'est-à-dire y participer, où j'y croyais presque plus. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est juste incroyable. Je ne savais même pas si finisseur je pouvais l'être. C'était très intimidant de faire face à cette épreuve avec toutes les légendes et toutes les personnes qui m'inspiraient jusqu'à présent. Et de se demander vraiment si je faisais partie de leur cercle et de me poser vraiment la question et de me remettre en question. Et me rendre compte en fait que j'ai réussi à finir et avec le scénario tel qu'il était, c'est juste fabuleux. C'était des émotions incroyables. Tu as vécu aux États-Unis entre 2016 et 2019. Est-ce que tu avais eu l'occasion d'aller sur le site de Frozen Head? Ouais. Du coup, très tôt, vu que j'avais décidé ce projet-là en 2017, l'année d'après, je me suis rendu sur les lieux. J'ai fait une course de Laz où j'ai pu ensuite aller au parc. Et c'est là où j'avais déjà partagé sur les réseaux l'histoire de ma fameuse coquille de noix, en fait, où j'avais ramassé ce petit souvenir sur la Yellowgate en 2018.
Elle était sur son pilier gauche et je me suis dit, ça serait incroyable d'amener cette coquille de noix avec moi sur tous mes ultras, que ce soit le fil conducteur. Et un jour, pourquoi pas, si jamais je me crois rêver et que je suis finisseur, la reposer en tant que symbole sur le pilier là où elle était. Et c'est ce que je me suis empressé de faire dès que j'ai fini. Donc oui, je m'étais rendu au parc à ce moment-là. On l'explique, la Yellow Gate, c'est la barrière de départ et d'arrivée finalement. C'est celle d'ailleurs sur laquelle tu as posé tes mains au moment de l'arrivée. La Barclay, on l'a dit, hein, c'est une course qui n'est pas comme les autres. Elle est réputée impossible à finir parce qu'elle oblige à affronter des paramètres très nombreux. Je le disais, l'orientation, la gestion de la fatigue, la solitude. Comment on s'entraîne pour une course impossible à finir? Ben, c'est ça la question, c'est justement, il faut tout analyser. Je me suis vraiment penché sur beaucoup de choses, comment les autres s'entraînent, en quoi on doit s'entraîner. Donc, il y a l'entraînement physique, il y a l'entraînement mental, visualiser ce qui peut se passer, essayer d'envisager tous les scénarios possibles pour avoir aucune surprise et se dire que lorsque le plus terrible arrive, on est prêt mentalement à faire face. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Il y a l'aspect orientation, il faut connaître le parc, comment gérer son alimentation, comment gérer son sommeil. Donc ça, c'est... Je crois que tu l'as dit dans certaines interviews, sur les dernières minutes, tu étais tellement gagné par l'émotion que tu t'es mis à crier, c'est ça? Ouais, plusieurs fois dans les bois, tout seul là. Je voulais profiter de mon finish et je voulais extérioriser ça. Je vivais le moment de ma vie, donc j'ai crié de joie plusieurs fois. Ouais, ouais, c'est une course extraordinaire. Je termine. D'abord, je te remercie infiniment. On aura l'occasion de se retrouver. Je présente ce livre qui est un livre que mon frère et Aurélien Delfos, un ami, ont écrit. Et en fait, ils sont allés à la rencontre des 15 finisseurs précédents. Et ben, en fait, et je conclurai par ça, tu nous as donné envie d'écrire la suite. Donc, dans la prochaine édition, évidemment, tu seras là. Et écoute, je te souhaite le meilleur. Repose-toi bien. Et puis, à une prochaine, pourquoi pas, à la Pika Pika. Super, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pas simple de faire une transition après ce témoignage-là. Nicolas, tu l'as dit tout à l'heure, quand on commence la course à pied, il faut parfois revenir un peu aux fondamentaux, peut-être sans doute préparer son corps. L'importance de la préparation physique, ce que tu proposes à certains coureurs à pied, d'ailleurs quel que soit leur âge, c'est quoi? C'est des exercices pour renforcer les muscles, pour travailler la proprioception? Oui, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à voir, mais en priorité, on va travailler sur le renforcement du corps dans son ensemble, et pas sur du superficiel, sur ce qu'on peut voir. Alors, attention, je ne veux pas me mettre les gens à dos, mais c'est sur le muscle profond, hein, pas le quadriceps, par exemple, la cuisse, le quadriceps, pas les muscles superficiels. D'accord, on est vraiment dans le profond. Et il y a autre chose aussi qui est indispensable, en dehors, enfin, à côté et avec le renforcement, c'est la mobilité. La mobilité et la proprioception. La mobilité, c'est la capacité à utiliser une articulation de manière optimum. D'accord ? De l'utiliser dans son ensemble. Si elle est verrouillée, vous ne pourrez pas exploiter entièrement toute sa force. D'accord ? Ça fait partie des choses. Et pour revenir un petit peu sur le renforcement, là où moi je mets l'accent, et je mets l'accent surtout sur la santé en priorité, dans les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va améliorer le capital santé, tout simplement. On aura beaucoup moins de fatigue. Alors là, les blessures, n'en parlons pas. Là, les blessures, elles diminuent. C'est scientifique, hein. Plus on renforce et plus les blessures diminuent quand on va courir ou quand on fait une autre activité à côté. Il n'y a pas que la course à pied, hein. Mais alors j'ai plein d'exemples, moi, dans mon métier, et Amandine en fait partie, hein. Elle avait des périostites terribles, et puis maintenant, elle en a beaucoup, beaucoup moins, voire... Les périostites, c'est des affections qui affectent... Alors, au niveau du tibia, sur l'insertion, il y a une inflammation. Sur l'insertion du plateau tibial, enfin, pas le plateau tibial, n'importe quoi, sur le tibial antérieur, il y a une petite... c'est la jonction qui s'inflamme, et à chaque fois que vous tirez le pied vers vous, ça fait mal, tout simplement. Amandine, le renforcement, la préparation, c'est quelque chose que vous avez ajouté à votre... Alors ça peut sembler un peu rébarbatif, un petit peu d'avoir... Comment est-ce que vous prenez ces séances? Est-ce qu'elles ont, malgré tout, un aspect un peu ludique? Oui, tout à fait. Elles sont différentes à chaque séance.
Et effectivement, je rejoins ce que dit Nicolas. Heureusement d'ailleurs que je suis passée par ces séances, sinon j'aurais pas pu prendre certaines courses, éventuellement celles les montagnes ou d'autres trails qui étaient compliqués. Moi, je pense que c'est essentiel et complémentaire à ce sport, en fait. Ouais, on évoque le trail en montagne, on monte, on descend. Quand on descend, ça peut être particulièrement traumatisant pour les muscles. Et je pense qu'on a tous dans notre entourage de très bons coureurs à pied, mettons de marathon, qui, après un marathon de montagne, en découvrant le dénivelé, ne peuvent plus bouger. Je vais enchaîner tout de suite avec un invité que je remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui, Sébastien Cornette, qui doit être avec nous à distance chez lui. Sébastien, je reprends un petit peu le fil. Tu es coach, tu as un parcours sportif très varié avec un passif de footballeur, de boxeur, de triathlète aussi, toujours sportif. Tu t'es orienté vers le coaching, en tout cas tu es devenu préparateur physique, c'est aujourd'hui ton métier. J'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends bien. Salut et tout le plateau. Je vous remercie pour cette invitation. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Première question, en dehors des problèmes de santé, de handicap, est-ce que la course à pied est un sport qui est adapté à tous et à toutes? La question, c'est aussi à tous les âges. Ma question, très très bonne question. Et oui. La course à pied, même si on doit lutter contre peut-être les croyances qui l'entourent, parce que du coup, que la course à pied, elle peut être très traumatisante. Elle est souvent connotée avec de la blessure. C'est pour ça que beaucoup de gens mettent des grosses coupures, des orteils, pour se protéger de cette dangereuse course à pied. Or, juste avant de répondre à une question comme quoi la course à pied est accessible à tous, je tiens à rappeler qu'une blessure n'est pas due à la course à pied, à l'activité, mais c'est une erreur d'entraînement. Donc peut-être ça va faire signer les oreilles de certains coachs ou certains coureurs, mais quand on se trompe dans l'entraînement, on se blesse. Et donc oui, la course à pied est à destination de tous. Juste, je m'entends en retour et du coup j'ai du mal à parler correctement. Il y a eu des petites hachures, mais on t'entend bien. En tout cas, nous, de notre côté. Tu as publié un livre que j'ai ici, dont le titre est « Moins courir pour mieux courir », avec cette promesse qu'on peut minimiser les blessures sans sacrifier les performances. Est-ce que tu peux résumer un petit peu les grandes lignes de cette approche-là, de cette méthode ? Oui, j'ai eu la chance de publier ce livre grâce à une maison d'édition formidable et je la remercie ici. Alors, si je dois résumer ce livre qui est mon premier bébé que j'ai eu la chance de coécrire avec Mélanie Pontet, c'était justement de casser les dogmes et les croyances qu'on peut avoir justement sur la course à pied et le trail en particulier. Et évidemment, quand tu parles de renforcement et de prévention de la blessure, souvent on pense que c'est uniquement moi je les appelle mes Martines, et c'est dit avec beaucoup d'affection puisqu'elle existe vraiment. D'ailleurs, elle fait un témoignage dans le livre. Et moi, je les appelle mes Martines. Et puis, cette méthode, en fait, le livre explique la méthode que j'ai développée depuis 17 ans, qui en fait n'a rien inventé. Moi, je suis très modeste là-dessus. En fait, j'ai repris des choses qui me parlaient de manière empirique. Aujourd'hui, on a la chance que la science vienne valider un petit peu ce que je raconte modestement. Et puis, ça a créé un courant de pensée, de méthode qui fait qu'aujourd'hui, ça séduit le plus grand nombre. Et il y a des gens qui sont de très haut niveau qui l'utilisent et d'autres qui se mettent à l'activité qui l'utilisent. Et en fait, la genèse de l'école de trail, c'est contrairement aux autres méthodes d'entraînement, c'est qu'elle se base avant tout sur monsieur et madame tout le monde, contrairement aux plans d'entraînement et aux méthodes d'entraînement qui sont basées sur
comment font les meilleurs mondiaux, comment fait Kipchoge, comment fait Kylian Jornet, comment font les meilleurs. Puis on va essayer de faire ruisseler, comme si le ruissellement fonctionnait, que ce soit en économie ou à l'entraînement. Et en fait, ça fonctionne pas. Et souvent, on est confronté à la déception parce que on a essayé de faire comme faisaient les meilleurs. Sauf que les meilleurs, c'est 0,00001% de la population. Et si on s'inspire d'eux, on doit s'inspirer d'eux pour la motivation, mais si on s'inspire d'eux pour l'entraînement, c'est le meilleur moyen de se tromper. Donc l'école de trail, la méthode d'école de trail, le livre, est là pour dire à monsieur et madame tout le monde, vous pouvez faire de tout type d'entraînement, vous pouvez vous préparer à différentes choses, parce que le corps humain est fabuleux, Nicolas en parlait, et je pense que d'abord aborder en tant que préparateur physique ou en tant que coach, même moi j'adore ce terme coach, le sport, d'abord par le biais de la prévention, et ben ça emmène vers la performance, parce que la prévention sert la performance. Et souvent, quand on veut faire de la performance, on se dit que la blessure fait partie de l'entraînement. Or, je rappelle, la blessure est une erreur. Et ben voilà, ce livre raconte ça, donne des outils aussi. En tout cas, on a essayé de le faire dans ce sens, et les retours sont géniaux. Moi, je suis même plus que surpris du fonctionnement du livre qui rencontre un succès. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais en tout cas, qui est au-delà de ce que j'aurais pu penser, et les gens se retrouvent là-dedans. Et l'idée, c'est de rappeler que l'école de trail repose sur 3 piliers qui sont fondamentaux déjà à nos contemporains. Le renforcement, parce que oui, la force, c'est la première des qualités qu'on perd. 2, la technique, parce que la technique sert le physio. Et puis après, le développement physiologique qui est propre à toute méthode d'entraînement, parce que évidemment, le but du jeu, c'est de développer les filières énergétiques pour s'épanouir sur un 5 km comme sur un ultra. Il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de positivité à travers le livre et à travers ce que tu véhicules. Et du coup, c'est ma 3e question, mais la course est aussi un moyen d'aller mieux. Et d'aller mieux, quel que soit son niveau. C'est peut-être plus discutable pour les athlètes élites qui, eux, sont dans une dynamique qui peut être parfois un petit peu inverse. Mais voilà, tu confirmes que la course à pied est aussi un véhicule à la fois de santé, tout simplement, de confiance en soi. Enfin, c'est des choses que tu défends à travers... Oui, c'est tu dis ça parce que justement, c'est peut-être là où je vais pondérer ce que tu viens de dire par rapport aux athlètes de haut niveau. Et pour une fois, je vais me servir des athlètes de haut niveau. Ceux qui ont fait la démarche de venir vers moi pour qu'aujourd'hui je prenne en charge leur entraînement sont des athlètes qui m'ont d'abord parlé de vie de famille, de leur job, de ce qui les éclatait en dehors du sport, et qui voulaient justement tout coupler. Et il y a une phrase qui, moi, m'est insupportable en termes de sport, c'est la notion de sacrifice et sport. Et souvent, l'athlète de haut niveau, en tout cas c'est l'image qu'on va avoir, va faire des sacrifices pour obtenir une médaille. Et je crois au contraire que si on évince ce côté sacrifice, alors ça ne veut pas dire que tout est joie et que tout se passe dans la bonne humeur. Évidemment qu'il y a des fois, il faut aller s'entraîner avec des contraintes. Mais la notion de sacrifice, c'est un mot trop important. Et la sémantique du sacrifice ne doit pas coller du tout avec le sport. Donc, quel que soit le niveau de l'athlète, c'est pour ça que je reviens juste sur ce que tu as dit, quel que soit son niveau, il faut que la notion première soit le plaisir. Et effectivement, on soigne les gens grâce à la course à pied, que ce soit la course en sentier, le trail, la course sur route. Et c'est là où je suis complètement d'accord, et j'aime ce que dit et ce que véhicule Nicolas. Et c'est un très très bon coach, ne serait-ce que techniquement, ça c'est une évidence, mais aussi par la philosophie qu'il défend et sur laquelle je le rejoins totalement. C'est-à-dire que d'abord, on va éduquer les gens au plaisir qu'ils vont prendre, mais d'abord en leur disant qu'il faut passer par des fondations, et ils ne viendraient pas à l'idée à quelqu'un qui construit sa maison de commencer par les tuiles. Dans la préparation physique, c'est exactement la même chose. On doit passer par des fondamentaux, et trop souvent ces fondamentaux sont négligés. Mais le vecteur numéro 1 de tous les athlètes que j'ai la chance de coacher, quel que soit leur niveau, c'est la notion de plaisir. Et justement, nous, en tant que préparateurs physiques, avant de rechercher la performance, on doit passer par le plaisir, parce que la performance arrive avec le plaisir. Écoute, merci infiniment. Je renvoie évidemment à la lecture de ce livre voilà, qui, avec un titre un peu accrocheur, Moins courir pour mieux courir, dit surtout qu'il faut faire attention à soi, il faut prendre les choses positivement, et il faut aussi penser à une préparation globale. Sébastien, merci beaucoup. Tu peux rester avec nous à distance. Nicolas, j'ai une autre question. Merci.
Tu pratiques le trail et tu étais même allé sur l'ultra, donc des distances jusqu'à 160 km. Ce que ta propre pratique t'a appris, comment elle te sert dans justement l'accompagnement que tu proposes aux coureurs? Alors moi, elle me sert évidemment d'évaluation de ce que je peux faire, de ce que je peux faire en journée, de ce que je peux proposer. Donc moi, de toute façon, par rapport à ce que disait Seb, je propose de manière optimisée, presque identique, la méthode de Seb, donc de son livre. Mais moi, ça me permet vraiment de contextualiser les besoins en fonction des profils de course. Vraiment. Et ça me donne un lien entre le terrain et le renforcement qu'on met en place en salle après avec les pratiquants. Ça me permet de me cibler d'autant plus. Tu as pu voir l'évolution de certains des athlètes que tu tout à fait, sont venus te voir et qui ne faisaient pas 10 km et qui aujourd'hui en font c'est rigolo, parce qu'ils venaient pour une pathologie, enfin peu importe, ils venaient pour une pathologie puis ils finissaient par dépasser les 50 km, voire les 100. Maintenant c'est presque 100 au bout de je sais pas moi, de 2 ans. De 3 ans. De 3 ans, ouais. Sachant qu'on leur avait dit, monsieur, vous ne courrez plus, ou madame, vous ne courrez plus jamais de votre vie. Amandine, je ne sais pas, peut-être que bientôt tu iras te frotter un 100 km, un 160 km, qui sait. Évidemment. Qu'est-ce que ça t'apporte la pratique du trail, à la fois dans ta vie de tous les jours, puis plus un équilibre, parce qu'on sait que ça passe aussi par une préparation qui inclut la diététique, voilà, c'est un équilibre de vie souvent qu'on va chercher. Oui. Donc, oui, tout à fait. C'est un bien-être physique et mental. Donc, de toute façon, voilà. Et puis, bon, le trail, c'est aussi le dépassement de soi, de se donner aussi des défis. Et donc, tout ça, ça vaut un bien-être, voilà. Oui. Alors, tu suis parfois des gens qui relèvent de pathologies, parfois des pathologies graves. On sait qu'il y a un des ressorts qui fonctionne. C'est un peu mystérieux, mais en tout cas, ça fonctionne. Les sportifs ou des sportifs plus récréatifs ou amateurs qui se fixent un objectif, en général, juste de se fixer un objectif, en fait, ça tend une sorte de ligne vers laquelle à laquelle on s'accroche pendant... voilà. Et écoutez... j'ai une petite question. Sébastien, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Je suis toujours là. Voilà. Isabelle Nadeau, donc moi j'avais lancé un appel en disant que les internautes qui souhaitaient poser des questions pouvaient le faire. Alors je remercie, j'en ai reçu pas mal. J'en ai retenu une qui est vraiment intéressante. Isabelle Nadeau, elle a 62 ans aujourd'hui. Elle court depuis une trentaine d'années. Et ce qu'elle me dit, c'est son objectif, c'est de pouvoir courir encore au moins pendant 20 ans. Et en fait, sa question est simple, c'est qu'elle est preneuse de conseils pour durer dans le temps. Alors, je te demanderais d'être relativement court, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Isabelle? Facile. Déjà, je la félicite. Je la félicite de courir et d'avoir envie de courir encore longtemps. Le conseil assez basique, c'est de lui dire, d'acheter un super livre. Elle aura quelques conseils encore un peu plus détaillés, mais de continuer à prendre du plaisir, de faire les choses très régulièrement. Peu tous les jours, c'est mieux que beaucoup en fin de semaine, par exemple. Mais bon, peut-être l'âge de la retraite, encore qu'en ce moment, on ne sait plus tout à fait si c'est bon ou pas. Non, on sait pas. Elle est entre deux, elle est à 62 ans. Donc. Mais du coup, d'en faire régulièrement. On a parlé par niveau. À tout âge. Seb, on te perd un petit peu. Ok. J'ai pas bougé, je vous jure, j'ai pas bougé. Voilà, alors vas-y, reprends. Donc, de lui dire de continuer à monter, de faire toujours un tout petit peu de renforcement et peut-être de faire autre chose que ce qu'elle fait actuellement pour amener de la variété dans son entraînement. Parce que si on veut durer, c'est la variété et la routine. Exactement, casser cette routine. Donc, être effectif, mais oui, déjà la féliciter. Tout le monde pouvait copier un ado, ça serait vraiment génial. Bon. Merci beaucoup, Seb. Merci à vous. Je te passe le relais sur cette dernière question. Il se trouve que tu prends en charge des gens qui ont largement passé 80 ans et des gens qui veulent retrouver aussi un sentiment de liberté, une autonomie. Voilà.
Bon, Isabelle n'est pas dans ce cas-là, puisqu'elle court Non, aujourd'hui non. et tout ça, mais comment se projeter, peut-être ajouter de la préparation physique à sa routine d'entraînement? De toute façon, on a tous des ressources. Qu'elles soient faibles, fortes, on a tous moyen d'exploiter les ressources. Il suffit juste de les développer. C'est tout. J'ai 2 personnes qui ont 88 et 87. Ça fait 3 ans que je les suis. Là, on est sur leur mobilité, leur capacité à se déplacer, à porter, à pousser, à tirer, et de manière optimum et efficiente. Et on développe là-dessus. Et ils courent sur les tapis, hein. Tranquillement, gentiment. Et on passe par la marche, on intègre un peu de course. Mais ils courent aussi. Ils font du développé couché. Moi, j'ai le monsieur de 88 ans. Alors, bien sûr, attention, il faut le voir sur du long terme. Il passe un quart d'heure en gainage sans problème, sur l'heure, mais il passe un quart d'heure sans bouger, sans aucun souci. Mais ce qui est absolument génial, c'est de voir leur sourire quand ils sont plus, par exemple sur les épaules, quand ils ont plus mal aux épaules, parce qu'ils retrouvent de la mobilité et de la force, et de les voir sourire et de relever le nez, et ça change leur vision en fait. Bon. Parce qu'ils voient enfin ce qu'ils ont devant eux. Voilà. Bon, on va rester sur cette note très positive. Merci Amandine, merci. Nicolas, merci Sébastien à distance. Merci à vous et longue vie à les sentiers du trail. Merci Sébastien. Je termine en vous présentant ce petit conseil de lecture. C'est un livre absolument formidable d'un scientifique avec lequel j'ai la chance de collaborer de temps en temps, qui s'appelle Anthony Berthoud. C'est un livre qui s'appelle « Du bon sens dans notre assiette » et qui rappelle des choses absolument essentielles sur la diététique. La diététique est une des composantes importantes de l'équilibre qu'on cherche quand on pratique ce sport-là. Voilà. Je vous donne rendez-vous sans doute au milieu du mois d'avril. Je serai allé en Croatie à ce moment-là et je rapporterai avec moi sans doute une interview exclusive d'un Américain qui est numéro 1 de notre discipline, que je dois rencontrer à cette occasion-là. Je vous donne rendez-vous. Rappelez-vous que vous pouvez poser des questions en envoyant à cette adresse mail. J'ai reçu une dizaine de questions. Encore une fois, merci beaucoup de votre accueil et de votre bienveillance sur première émission. On continue à tâtonner un petit peu, mais promis, on va persévérer. Et donc, rendez-vous au mois d'avril.